Chapitre 20. L'accusation d'Orion. Partie 2. Non, décidément, il n'y avait qu'une seule explication possible. Vera l'avait dit elle-même. Orion avait voulu posséder sa mère, et de la pire façon qui soit. Et puisqu'elle lui avait échappé, il voulait salir sa mémoire et détruire tous ceux qui l'avaient entourée, même si elle n'était plus là pour le constater. Et pour cela, il était prêt à tout, même à raconter des mensonges aussi odieux que ceux que Narcissa venait d'entendre. Narcissa, tu es là? Narcissa fit brusquement volte-face, comme si celui qui venait de prononcer son prénom avait pu lire dans ses pensées en la prenant par surprise. Elle aperçut à travers la porte de la salle de bain la silhouette élancée de Lucius qui venait d'entrer dans la chambre. Elle jeta un coup d'œil furtif à l'horloge dorée qui était accrochée au mur, au-dessus du miroir, et réalisa que 2 heures s'étaient écoulées depuis qu'Orion avait quitté le manoir. L'immense salle de bain était plongée dans l'obscurité, ses pieds et ses mains étaient gelés, et elle grelottait de froid dans sa longue robe de lin blanc. Je. Oui, je suis là, dit-elle d'une voix tremblante. Lucius apparut dans l'encadrement de la porte, apprêté avec soin. Tu es dans le noir? Il leva sa baguette vers les lampes ouvragées qui étaient suspendues au mur de la pièce, et celles-ci se mirent à diffuser une douce lumière dorée. Narcissa devait faire peur à voir, car l'expression inquiète de Lucius s'accentua. Narcissa, tu vas bien? Demanda-t-il. Elle resta muette. Elle avait l'impression de suffoquer. Elle avait conscience qu'elle regardait Lucius avec des yeux écarquillés, sans dire un mot, et que cela devait être effrayant. Mais elle était incapable de bouger ou de prononcer la moindre syllabe. Lucius s'approcha prudemment et s'assit auprès d'elle. Il posa délicatement ses mains sur ses épaules et sursauta. « Enfin, mais tu es gelée, dit-il. Il faut te couvrir. Il attrapa une serviette chaude qui était suspendue non loin de lui et la posa sur les épaules de Narcissa. Puis il entreprit de lui réchauffer les mains en les frictionnant dans les siennes. Que t'arrive-t-il? Tu es encore plus pâle que d'habitude. Ses mains étaient douces et il embrassait celles de Narcissa avec tendresse. À son contact, Narcissa s'éveilla lentement. Ne t'en fais pas, murmura-t-elle au bout d'un moment. Simplement. Ses pensées étaient terriblement confuses. Elle frissonna, prit une longue inspiration et reprit tant bien que mal le contrôle d'elle-même. J'ai entendu Orion et ton père se disputer tout à l'heure. Je suis allée sur le palier et je les ai un peu écoutés depuis les escaliers, et. Elle s'interrompit. Elle n'avait aucune envie de répéter ce qu'Orion avait dit, car elle avait la sensation que cela donnerait du crédit à ses allégations sans queue ni tête. Oui, Orion a insulté ma mère, résuma-t-elle finalement. De la pire des façons. Lucius haussa un sourcil avec un mélange d'indignation et de mépris. Décidément, cet infirme est encore plus indécent que je ne le pensais. Quoi qu'il en soit, mon père avait l'air absolument furieux contre lui quand je suis rentrée. Ne t'en fais pas. Il ne tardera pas à le neutraliser. Nous en serons bientôt débarrassés. Cette perspective redonna un semblant de sourire à Narcissa. Si seulement elle pouvait ne plus jamais entendre la voix nasillarde et désagréable d'Orion. Alors que Lucius lui frictionnait les mains, le métal froid d'un de ses boutons de manchette argentés lui effleura la peau, et Narcissa se demanda où était Lucius pendant qu'elle écoutait Orion, Vera et Abraxas depuis sa salle de bain. Dans un passé qui lui semblait très lointain, il lui avait dit où il allait, mais Narcissa n'avait pas écouté. « Où étais-tu » demanda-t-elle. Lucius lui adressa un sourire conciliant. « Dans l'allée des embrumes. Je suis allé faire quelques achats chez Barjot et Burke, et j'avais rendez-vous au Serpent qui fume avec Augustus Rockwood, celui qui est langue de plomb au département des mystères. Il nous fournit énormément d'informations sur les affaires internes. C'est un vrai régal. Et il y avait aussi mon ami Karkaroff. Souviens-toi, je l'avais rencontré à Dumstrang. Il est très intéressé par ce qu'il se passe ici et souhaite devenir un mange-mort à son tour. Il n'a pas l'air très téméraire, mais je pense qu'il pourra nous être utile, notamment quand le Seigneur des Ténèbres voudra étendre son emprise au-delà des frontières du pays. Narcissa hocha pensivement la tête. Aucune autre offensive de l'ampleur de l'attaque du pensionnat Wimbley n'avait été menée pour le moment.
Les mange-morts se contentaient de frapper de temps en temps des infrastructures moldues, de manière aléatoire, simplement pour rappeler leur présence menaçante. Les rangs des partisans de Lord Voldemort grossissaient de jour en jour, enflés par des fanatiques qui souhaitaient la victoire du Seigneur des Ténèbres, mais aussi par des gens ordinaires qui survivaient à leur manière au nouvel ordre des choses. Lucius, lui, s'occupait de déstabiliser le ministère en agissant dans l'ombre. Il mobilisait les relations qu'il avait dans chaque département, ou bien profitait de son omniprésence au ministère pour soumettre des employés aux sortilèges de l'Imperium, leur soutirant ainsi des informations capitales sur les stratégies de défense du gouvernement. Le ministère de la Magie ne savait plus à qui se fier, ni où donner de la tête, d'autant que Harold Mitchum était sans cesse houspillé par le Premier ministre moldu, qui souhaitait connaître la raison de tous les accidents mystérieux et cataclysmiques qui éclataient aux quatre coins du pays. Clouée au lit depuis plusieurs mois, errante à la manière d'un fantôme, Narcissa n'avait absolument pas prêté attention à tout cela. Lucius lui dispensait parfois quelques informations, mais elle les entendait comme si elle se trouvait derrière une vitre épaisse, sans avoir l'envie ni l'énergie de s'y intéresser. Depuis qu'il portait la marque des ténèbres sur son bras, elle s'était sentie éloignée de lui, de plus en plus indifférente à sa présence. Pourtant, ce soir-là, en regardant Lucius lui frictionner les mains, Narcissa eut l'impression de le voir vraiment, pour la première fois depuis des mois. Pendant qu'Orion parlait, elle avait eu l'impression qu'il lui arrachait tout, y compris Lucius. La perspective de le perdre l'avait effleuré, et il lui avait alors semblé que tout son monde s'écroulait. Plus que jamais, Narcissa avait désespérément besoin de réconfort, de se sentir protégée, réchauffée, rassurée. Et à nouveau, alors que cela ne s'était pas produit depuis des mois, Narcissa se surprit à apprécier le contact de la peau de Lucius sur la sienne. Elle se blottit contre lui et enfouit son visage dans son cou. « Tu m'as manqué, » murmura-t-elle. Lucius l'entoura de ses bras et ils s'embrassèrent pour la première fois depuis plusieurs semaines. « Prenons un bain, » réclama Narcissa en l'étreignant à son tour. « Je suis gelée. » Après quelques caresses, Lucius ouvrit d'un coup de baguette les 4 robinets de l'imposante baignoire octogonale en marbre rose, taillée dans le même roc que le sol de la salle de bain. Lucius et Narcissa s'y prélassèrent longuement, savourant leur retrouvaille. Quand bien plus tard, Narcissa s'étendit sur les édredons moelleux à côté de Lucius, elle se sentit agréablement ravivée et s'endormit paisiblement au creux de ses bras, plongeant dans un sommeil peuplé de songes réconfortants. Dans son rêve, Narcissa se trouvait dans le Poudlard Express, à côté de Lucius. Par la fenêtre, le paysage ensoleillé filait à vive allure. Tous les deux riaient. Lucius exhibait sur sa poitrine l'insigne du préfet en chef et passait un bras autour de ses épaules en lui effleurant la joue. Tout était paisible, léger, agréable. Et pourtant, au bout d'un moment, sans savoir pourquoi, Narcissa eut envie d'explorer le reste du train. Elle voulait se dégourdir les jambes, voir ce qu'il y avait dans les autres compartiments. Et malgré les protestations de Lucius, elle s'arracha de lui et se leva. « Je reviens, » s'entendit-elle prononcer. « D'accord, je t'attends ici, » répondit Lucius en posant ses bottes de cuir sur la banquette rouge et moelleuse qui se trouvait en face de lui. Narcissa sortit du compartiment et ferma doucement la porte derrière elle. Dans le wagon des préfets, il n'y avait quasiment aucun bruit, seulement les craquements et les gémissements lointains de la machinerie du Poudlard Express. Elle avança dans le couloir et constata que tous les autres compartiments étaient vides. Et pourtant, il lui semblait entendre des voix lointaines, confondues, incertaines. « Bonjour, Narcissa !» ricana quelqu'un. Elle sursauta. À sa gauche, installé dans un compartiment qu'elle avait cru vide, l'oncle Orion lui souriait de toutes ses dents jaunies, en levant vers elle un verre en cristal rempli de vin rouge. Le cœur battant à tout rompre, Narcissa se rua vers l'extrémité du couloir, ouvrit la porte qui menait vers le wagon suivant et la ferma bien vite derrière elle. Mais lorsqu'elle recula d'un pas pour s'en écarter, celle-ci ne ressemblait en rien à la jolie porte tapissée de velours rouge qu'elle avait ouverte pour échapper au sourire avide d'Orion. La porte était en bois sombre, austère, imposante, et la poignée d'argent était sculptée en forme de tête de serpent.
En se retournant, Narcissa constata qu'elle n'était plus dans le Poudlard Express, et en reconnaissant le palier du 12 square Grimoire, elle fut saisie de panique. À quelques mètres d'elle, devant la porte de la chambre-placard que Narcissa avait partagée avec ses sœurs pendant des années, sa tante Valburga et sa mère se faisaient face. Ce n'est qu'en apercevant, à l'intérieur de la chambre, les frimousses médusées de ses sœurs et de Sirius, puis la sienne, que Narcissa comprit qu'il s'agissait d'un de ses lointains souvenirs. Valburga, hors d'elle, les narines frémissantes, montrait un dessin enfantin à Druella. « Je reconnais cet endroit. Tu as osé les emmener là-bas !» La voix de Valburga était assourdie, et les silhouettes qui se dressaient devant Narcissa ondulaient comme si elles se trouvaient derrière un rideau d'eau. Malgré cela, Narcissa reconnut le souvenir dont il s'agissait. La scène avait eu lieu quelques jours après le week-end où sa mère les avait emmenés dans les Cornouailles, au bord de la mer, dans cette jolie maison blanche remplie de coquillages. Valburga les avait sévèrement réprimandés et avait refusé de l'emmener au chemin de traverse. C'était tout ce dont Narcissa se souvenait. Et pourtant, jaillissant de la bouche de Valburga, elle distinguait des bribes de phrases qu'elle avait occultées de sa mémoire et qui lui revenaient en pleine figure. « Tu es une honte pour notre famille, Druella !» crachait Valburga de sa voix assourdie. « Si tes filles savaient, dire que tu les as fait dormir dans cet endroit souillé !» « Valburga, calme-toi !» tempéra Druella. Elle marcha vers Valburga, mais une de ses chevilles lui faisait mal, et elle s'arrêta, grimaçant de douleur. Par réflexe, Narcissa voulut se précipiter pour la soutenir, mais tout son corps était tétanisé. Des bribes de phrases assassines continuaient de jaillir de la bouche de Valburga. « Regarde-toi !» poursuivit Valburga. « Avec cette maladie que tu traînes comme une fatalité, si tu veux mon avis, rien n'arrive par hasard. Cela doit avoir un lien avec toutes ces immondes fautes. Si mes parents savaient, lorsque tu as épousé Cygnus, et tout ça parce que tu étais belle, tu finiras seule, reniée de tous, comme tu aurais dû l'être depuis bien longtemps. » Ne pouvant en supporter davantage, Narcissa plaqua ses mains sur ses oreilles et ferma les yeux de toutes ses forces, jusqu'à ce qu'elle sente une main douce lui caresser la joue. Lorsqu'elle ouvrit de nouveau les yeux, sa mère se trouvait face à elle, et Narcissa se sentit submergée par l'émotion. De ce souvenir-là, elle avait tout conservé, jusque dans les moindres détails. La douceur de la peau de sa mère, ses yeux bleus limpides, son sourire rempli de fierté. « C'est à toi plus particulièrement que je tenais à offrir cette petite escapade, » dit-elle avec une tendresse infinie. Cette fois-ci, sa voix était parfaitement distincte. Narcissa regarda ses mains et constata que c'étaient celles d'une enfant. Elle toucha ses cheveux et reconnut les 2 petites tresses symétriques qu'elle portait le jour où leur mère les avait arrachées au 12 square Grimoire pour les emporter vers la chaumière aux coquillages au bord de la mer. Et soudain, sa mère l'attira contre elle, et son parfum délicat lui remplit les narines. « Ma petite Sissi, tu es mon trésor le plus précieux, » l'entendit-elle murmurer à son oreille tout en la couvrant de baisers. « N'oublie jamais cela. » Elle se sentit soulevée du sol et se laissa faire. Quand elle rouvrit les yeux, elle se trouvait allongée sur le tapis clair et duveteux de la chaumière aux coquillages. Sirius et Régulus dormaient tête bêche sur un canapé blanc à ses pieds, et de part et d'autre de Narcissa, ses 2 sœurs riaient, tout en observant leur mère qui était assoupie sur un autre canapé. « Qui habitait ici, d'après vous ?» s'entendit-elle demander d'une voix fluette. « Personne, » répondit Androméda. « Je pense que c'est un abri, une cachette pour ceux qui en ont besoin. » « Et à ton avis, de quoi rêve-t-elle » Androméda hésita, rêveuse, les yeux fixés sur leur mère qui souriait paisiblement dans son sommeil. Peut-être de quelqu'un qu'elle a beaucoup aimé ? Et au coin du feu, leur mère remua délicatement, avec un sourire comblé, comme si quelqu'un venait de l'embrasser dans le cou. Avec l'impression d'étouffer, Narcissa se leva précipitamment et sortit en trombe de la petite maison qu'elle avait autrefois comparée à la demeure d'un ange. À l'extérieur, il faisait grand jour. Dans cet autre souvenir, sa mère était là, debout, sa robe bleue et ses cheveux blonds fouettés par le vent, et elle regardait le rivage avec émotion, comme si elle suivait quelqu'un du regard.
J'ai vécu des moments incroyables ici, disait-elle, la voix enrouée. Mais c'est une histoire triste et... Maman! L'appela Narcissa. Druella se retourna en souriant, mais soudain son visage se crispa, déformé par la peur. Si, attention derrière toi! Narcissa fit volte-face, et le décor se métamorphosa. En une fraction de seconde, le ciel s'assombrit. Sous ses pieds nus, le sable doux et chaud devint noir, froid et dur. Devant elle, le manoir des Malfoy sortit de terre, l'écrasant de toute sa hauteur. Elle fit un pas sur le perron de marbre, vers l'imposante porte d'entrée afin de retrouver Lucius, mais les deux battants s'ouvrirent avant qu'elle ne les ait atteints. La silhouette d'Abraxas Malfoy, démesurément grande, lui barrait le passage, et son visage pâle et ridé était animé par la fureur. Avec un geste menaçant, il pointa sa baguette sur elle et hurla « Sans mêler !» Il y eut un éclair aveuglant, et Narcissa se réveilla en sursaut, haletante et trempée de sueur. Elle mit plusieurs minutes à reprendre ses esprits et dut tâtonner autour d'elle pour s'assurer qu'elle était bel et bien de retour dans la réalité. Elle secoua la tête pour chasser l'angoisse qui la tenaillait et tenta de respirer plus lentement. Les accusations d'Orion bourdonnaient dans ses oreilles. Une immonde bâtarde, une sale petite sans-mêlée. Elle se boucha les oreilles et se frotta les tempes afin de ne plus les entendre. Ces accusations ne pouvaient être que le fruit de la jalousie, même en admettant que sa mère ait fréquenté ce Thomas Everly, en admettant qu'ils se soient vus en secret, en admettant que c'était à lui qu'elle pensait lorsqu'elle avait regardé le bord de l'eau, puis le soir, allongée sur le canapé. En admettant tout ça, cette histoire s'était terminée lorsque ses parents s'étaient mariés. C'était certain. Vera elle-même l'avait dit. Druella avait fini par entendre raison. Narcissa ne pouvait pas être la fille de cet homme-là. D'un sang de bourbe. C'était tout bonnement impossible. Sa mère avait toujours été une épouse irréprochable. Elle ne pouvait pas avoir fait quelque chose d'aussi transgressif. Et son père, puisque Cygnus Black était son père, Narcissa ne supportait pas d'en douter. Son père n'aurait jamais laissé faire une telle chose. À côté d'elle, Lucius n'avait pas bougé d'un pouce. Quand Narcissa se rallongea, il déglutit vaguement et remua un peu. Tout va bien demanda-t-il dans un demi-sommeil, les yeux clos. Narcissa contempla pendant quelques instants son visage serein. Elle hésitait à le réveiller pour de bon, pour lui raconter tout ce qu'elle avait entendu, et tous ces souvenirs qui avaient si brutalement refait surface. Mais pour la première fois, Narcissa se sentait incapable de lui confier ce qu'elle avait sur le cœur. Non, décidément, elle ne pouvait pas lui parler des doutes atroces qui venaient de surgir de sa mémoire. Il lui suffisait d'imaginer ne serait-ce qu'un infime commencement de soupçon ternir l'admiration que Lucius éprouvait à son égard, pour savoir qu'elle serait incapable de le supporter. Elle se pencha donc vers lui et l'embrassa tendrement sur le front. « Oui, tout va très bien, » dit-elle encore essoufflée. « Rendors-toi. » Lucius émit un ronronnement satisfait, raffermit son étreinte autour d'elle et se rendormit complètement. Légèrement soulagée, Narcissa se blottit encore plus étroitement contre lui et se rendormit à son tour, bien décidée à enfouir tous ses souvenirs et ses craintes dans les abysses de l'oubli. De nos jours, Drago a le cœur serré en refermant le journal de sa mère. Sous ses doigts, la couverture rose est de plus en plus fragile. Il le repose sur le petit bureau qui se trouve devant lui et pousse un long soupir, écrasé par l'ampleur de ce qui a commencé cette nuit-là, de cette chute interminable dans le mensonge. Au cours de sa vie, sa mère a manqué de nombreuses occasions d'exprimer son opinion, de confier ses doutes, par faiblesse, par manque de courage, par peur d'être jugée, parce qu'on lui a inculqué depuis son plus jeune âge que quoi qu'il arrive, elle n'avait pas voix au chapitre. Parfois Drago lui en veut. Si elle avait su dire certaines choses un peu plus tôt, cela aurait sans doute pu épargner quelques souffrances à leur famille. Et il n'aurait pas baigné, dès son plus jeune âge, dans le secret et le mensonge. Puis il pense à sa propre lâcheté, aux innombrables secrets que lui-même a tus pendant des années. En y réfléchissant, il est bien mal placé pour lui reprocher quoi que ce soit.
Un coup de vent particulièrement violent lui fait tourner la tête vers la petite fenêtre qui donne sur l'avant du manoir, en partie obstruée par la neige qui s'accumule sur le châssis. Le blizzard est si dense qu'on ne voit plus le portail en fer forgé, ni le jardin envahi par les ronces, ni même la tourelle voisine. Frigorifié, Drago frotte ses mains l'une contre l'autre, puis approche ses doigts engourdis de la chandelle vacillante qui se trouve devant lui. L'hiver est loin d'être terminé. Il sera long et éprouvant avant que l'espoir du printemps ne vienne raviver les arbres et réchauffer les cœurs.